3 minutes. C'est exactement combien de temps Mark Sterling a dû attendre. S'il avait juste attendu 3 minutes de plus avant de signer les papiers de divorce, il aurait été le copropriétaire d'un empire immobilier de 1,3 milliard. Au lieu de cela, il a rendu le stylo à son avocat, a regardé sa femme en pleurs dans les yeux et lui a dit qu'elle était un poids mort. Il pensait qu'il échangeait pour une meilleure vie. Il ne savait pas que la femme qu'il jetait était la seule héritière de la ville même qu'il essayait de conquérir. Ceci est l'histoire de Maddox Vance, la femme qui a perdu un mari mais a gagné un royaume. Le radiateur dans l'appartement 4B cliquetait comme la poitrine d'un homme mourant. C'était un janvier brutal à Chicago, le genre qui gelait la condensation à l'intérieur des fenêtres. Maddox Vance était assise à la table de cuisine en formica ébréchée, ses mains enveloppées autour d'une tasse d'eau chaude. Ils avaient manqué de sachets de thé il y a 2 jours, et elle n'avait pas osé dépenser les 4 à 50 pour acheter une nouvelle boîte. Pas quand la vie finale de la compagnie d'électricité la regardait fixement de sous un aimant sur le frigo. Elle regarda son reflet dans la fenêtre sombre. À 26 ans, elle avait l'air de 40. Ses cheveux blonds, autrefois brillants et pleins de volume, étaient tirés en un chignon effiloché et désordonné. Des cernes, des échymoses violacées pesaient lourdement sous ses yeux. Elle travaillait des doubles quarts au restaurant Grade de Fifth Avenue, rentrant chez elle sentant l'huile de friture rings et le désespoir, seulement pour nettoyer la maison avant que Mark ne rentre. Mark. La clé tourna dans la serrure. Maddox se redressa, lissant instinctivement son pull trop grand. Elle essaya de sourire. Il essayait toujours de sourire. Mark Sterling entra. Il ne piétina pas la neige de ses bottes. Il a juste traîné la gadoue grise sur le sol en linoléum que Maddox avait frotté à 4 pattes ce matin-là. Il était beau d'une manière acérée, prédatrice. Même quand ils étaient fauchés, Mark refusait de le montrer. Il portait un costume qu'il ne pouvait pas se permettre, nettoyé à sec avec de l'argent qu'il n'avait pas. Il était un consultant junior associé dans une firme de marketing de niveau intermédiaire, un titre qui signifiait qu'il allait chercher le café pour les gens riches, mais agissait comme s'il possédait le bâtiment. « Eh » dit Maddox doucement. « J'ai fait, eh bien, il y a de la soupe en conserve. » Mark ne la regarda pas. Il posa sa maillette en cuir sur le comptoir avec un lourd bruit sourd délibéré. Le son résonna dans la petite pièce silencieuse. « Je n'ai pas faim, dit-il. » Sa voix était froide. Pas en colère, pire, c'était indifférent. « Mark, nous devons parler de la facture d'électricité, » commença Maddox, sa voix tremblant légèrement. « Si nous ne payons pas 50 $ d'ici vendredi, ils vont couper. » J'ai dit, « Je n'ai pas faim, Maddox. Peux-tu arrêter de me harceler pour des centimes pendant 1 seconde? » Il se tourna vers elle, desserrant sa cravate. Maddox tressaillit. « Je ne suis pas un harcèlement. J'ai peur. Je prends un 3e quart de travail la semaine prochaine, mais avec tes paiements de voiture. Ma voiture est nécessaire pour mon image. » Mark claqua. « Tu ne comprends pas les affaires. Tu n'as jamais. Tu penses petit. Tu agis petit. » Il marcha vers la table, mais il ne s'assit pas. Il se tint au-dessus d'elle, projetant une ombre qui l'engloutit entièrement. Il tendit la main dans la poche de sa veste, la poche intérieure de poitrine près de son cœur, et en sortit une épaisse enveloppe pliée. Il la jeta sur la table. Elle glissa sur la surface et frappa sa tasse avec un doux tintement. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Maddox, bien qu'un nœud de terreur se serrait déjà dans son estomac. « La liberté, » dit Mark. « Pour nous deux. » Maddox ouvrit l'enveloppe. Ses mains tremblaient si fort qu'elle déchira presque le papier. Requête en dissolution de mariage. Les mots nageaient devant ses yeux. Différends irréconciliables. Pas de contestation. Divorce, murmura-t-elle. L'air quitta la pièce. Mark, nous nous battons, je sais, mais nous avons promis à travers la maladie et la santé pour le meilleur et pour le pire. Mark laissa échapper un rire sec, sans humour. Nous avons fait le plus pauvre Maddox.
J'en ai assez. J'en ai assez de rentrer à cette odeur, cette dépression. 3 mois? Les larmes débordèrent chaudes et rapides. Je travaille 16 heures par jour pour soutenir tes rêves. J'ai payé pour ce costume que tu portes. Se racle la gorge. Et c'est que le problème. Mark ricana, se penchant, son visage à quelques centimètres du sien. Tu es une serveuse, Maddox. Tu n'as aucune ambition. Tu n'as pas de pedigree. Je monte dans le monde. Je conclus des affaires. Je rencontre des gens importants. Et chaque fois que je dois mentionner ma femme, je dois mentir. Je dois te cacher. La cruauté de cela était physiquement douloureuse, comme un coup de poing à l'estomac. Maddox se leva, renversant sa chaise en arrière. Je t'ai soutenu quand tu as échoué à l'examen du barreau. 2 fois. Je t'ai tenu quand ta mère est morte. Je t'ai tout donné. Et ce n'est pas assez, dit Mark, redressant ses poignets. Écoute, je suis généreux. Je prends la dette de la voiture. Tu gardes le bail de l'appartement. J'ai déjà payé le loyer jusqu'à la fin du mois. Tu as 2 semaines pour t'en sortir. 2 semaines! S'étrangla Maddox. Où vas-tu? Je déménage chez quelqu'un qui comprend le futur, dit Mark, vérifiant sa montre. Une nouvelle montre, remarqua Maddox. Une Rolex? Une fausse? Où est Jessica? Demanda Maddox, la réalisation la frappant comme un camion. Jessica Thorne, la fille de l'associé principal de sa firme. Mark l'avait mentionné quelquefois, toujours par hasard. Jessica m'a aidé avec le rapport tentaculaire. Jessica pense que j'ai du potentiel. Mark ne répondit pas, mais le léger sourire en coin sur son visage était une réponse suffisante. Signe les papiers, Maddox. Ne rende pas ça désordonné. Tu ne peux pas te permettre un avocat, et j'ai déjà le meilleur de la ville pro bono. Il se tourna et marcha vers la chambre pour faire un sac. Il ne regarda pas en arrière sa femme qui s'effondrait sur la chaise, le son de son monde se brisant plus fort que le cliquetis du radiateur. Elle resta assise là pendant 1 heure, fixant la ligne de signature. Maddox Vance. Elle avait pris son nom, Sterling, avec tant de fierté il y a 3 ans. Maintenant, il le lui enlevait. Elle attrapa un stylo à Bill bon marché sur la table. Il fuyait de l'encre. « Bien, murmura-t-elle à la pièce vide et glaciale. « Si je suis morte, attends, Mark, regarde-moi flotter, signa-t-elle. Le lendemain matin fut un flou de cieux gris et de mouvements engourdis. Se racle la gorge. Mark était parti avant que Maddox ne se réveille. Le côté de son placard était vide, à l'exception de quelques cintres en fil de fer qui tintaient ensemble comme des carillons éoliens bon marché. Maddox a dû aller au tribunal pour déposer la copie. Mark, dans son arrogance et sa hâte, avait laissé une note autocollante sur le comptoir. Déposez-les au bureau du greffier avant midi. Je suis occupé à finaliser une fusion. Même en la quittant, il l'utilisait comme son assistante. Maddox mit son seul bon manteau, un trench en laine de friperie 2 tailles trop grand, et marcha les 12 pâtés de maison jusqu'au tribunal pour économiser le prix du bus. Le vent fouettait son visage, séchant les larmes avant qu'elle ne puisse tomber. Elle se sentait dévidée, une coquille vide. Le bureau de la greffière était une pièce déprimante, remplie de lumière fluorescente et d'une odeur de cire pour sol. Elle attendit en ligne pendant 40 minutes derrière un homme discutant d'une contravention de stationnement. Quand elle atteignit finalement le guichet, la greffière, une femme avec des lunettes œil de chat et une expression fatiguée, prit les papiers. « Pièce d'identité ?» demanda la greffière sans lever les yeux. Maddox glissa son permis de conduire sous le verre. La greffière tamponna les documents. « Thud, thud, le son de la finalité. Vous êtes traité. » La greffière dit, « Le décret de divorce sera envoyé par la poste dans 30 jours. » Suivant. Maddox sortit du tribunal, se sentant plus légère et plus lourde en même temps. Elle s'assit sur les marches de béton froides à l'extérieur, regardant les gens occupés de Chicago passer en hâte. Tout le monde avait un endroit où aller. Tout le monde avait un but. Elle avait un quart au restaurant dans 2 heures et puis rien.
Un futur vide, Madame Sterling. La voix était profonde, rauque et respectueuse. Maddox leva les yeux. Debout devant elle se tenait un homme qui semblait être sorti d'un film des années 1920. Il était plus âgé, peut-être dans la soixantaine, portant un costume 3 pièces anthracite qui coûtait plus que tous les gains de la vie de Maddox. Il tenait un parapluie noir pour la protéger de la légère neige qui avait commencé à tomber. « C'est Vance, en fait, » dit Maddox automatiquement. « Ou ça le sera bientôt. Qui êtes-vous? » « Mon nom est Arthur Blackwood, » dit l'homme. Il ne sourit pas, mais ses yeux étaient gentils. « Je représente la succession du défunt Silas Vance. » Maddox fronça les sourcils. « Silas Vance? Je ne sais pas qui c'est. Le nom de mon père était David. Il est mort il y a 10 ans. »« Silas Vance était ton grand-père maternel. » « Maddox, » dit Arthur doucement. Maddox secoua la tête. « Non, ma mère était une orpheline. Elle a grandi en famille d'accueil. Elle n'a jamais connu ses parents. »« C'est ce qu'elle t'a dit, » corrigea Arthur gentiment. « Et c'est ce qu'elle a cru pendant un temps. » Se racle la gorge. « Mais la vérité est plus compliquée. Ta mère s'est enfuie du domaine Vance à Newport quand elle avait 16 ans. Elle voulait une vie d'or et de liberté. Silas, c'était un homme dur. Il l'a coupé, il l'a effacé, mais il n'a jamais cessé de veiller. » Maddox se leva, serrant son manteau. « Écoutez, Monsieur Blackwood, je n'ai pas d'argent pour une escroquerie. » Je se racle la gorge. « Viens de signer mes papiers de divorce il y a 5 minutes. Mon mari m'a quitté pour une fille riche. J'ai 12 $ sur mon compte bancaire. Si vous vendez quelque chose, s'il vous plaît, partez. » L'expression d'Arthur se mua en une de profonde pitié. Il tendit la main dans sa mallette, un élégant étui en cuir italien, et en sortit un dossier. « Je ne vends rien, mademoiselle Vance. Silas Vance est décédé il y a 3 jours. Il n'avait pas d'autres héritiers. Votre mère est décédée il y a 5 ans, n'est-ce pas? »« Oui, » murmura Maddox. « Cancer. »« Je suis désolé, » dit Arthur. Silas savait. Il a payé son traitement anonymement, bien qu'il fût trop tard. Quand Silas est mort, son testament a été décellé ce matin. J'ai essayé de vous localiser toute la journée. Je suis allé à votre appartement, mais le voisin a dit que vous aviez marché jusqu'ici. « Pourquoi? » demanda Maddox. Arthur lui tendit le dossier. Ce n'était pas une fine enveloppe comme les papiers de divorce. C'était un lourd document relié avec des feuilles d'or sur la couverture. Silas Vance était le fondateur de Vance Global. Arthur déclara qu'il possédait 35% de l'immobilier commercial du centre-ville de Chicago, plus des participations à Londres, Dubaï et Tokyo. Se racle la gorge. Maddox le regarda fixement. Elle connaissait le nom Vance Global, tout le monde. Il possédait la Tour Vance, le bâtiment doré qui dominait l'horizon. Mark avait une affiche de ce bâtiment dans leur chambre. Il l'appelait le Pinacle. Il vénérait le sol sur lequel la famille Vance marchait. « Je ne comprends pas, » balbutia Maddox. « La succession est évaluée à environ 1,3 milliard de $, dit Arthur. Sa voix s'abaissant pour que les passants n'entendent pas. « Et c'est tout à vous. Les bâtiments, les comptes, le portefeuille. Vous êtes la seule bénéficiaire. » Maddox sentit le monde basculer. 1,3 milliard. Oui. Cependant, Arthur marqua une pause, regardant les portes du tribunal derrière elle. Il y a une clause très spécifique concernant le privilège conjugal. Le cœur de Maddox s'arrêta. Quelle clause? Silas détestait les chasseurs de fortune. Il savait que ta mère avait épousé un artiste pauvre et il respectait cela finalement. Mais il était paranoïaque à ton sujet. Le testament stipule que l'héritage est valide seulement si vous êtes célibataire au moment du transfert ou si votre conjoint signe une renonciation à toute réclamation. Si vous étiez marié sans contrat de mariage, la succession serait détenue dans une fiducie jusqu'à ce que vous divorciez. Arthur regarda les portes du tribunal, puis de nouveau Maddox. « Mademoiselle Vance, venez-vous de finaliser un divorce? » Maddox hocha la tête, incapable de parler. « Est-ce signé? »« Timbre de date. »« Oui, respira-t-elle.
Il y a 5 minutes, un rare sourire aigu éclata sur le visage d'Arthur Blackwood. Alors, mademoiselle Vance, votre timing est impeccable. Si votre mari avait attendu jusqu'à demain pour déposer, ou s'il était resté marié à vous pendant 1 heure de plus pendant que je vous trouvais, il aurait eu droit à 50% des actifs en vertu de la loi de l'État de l'Illinois. C'est environ 650 millions de dollars. Maddox pensa à Mark. Elle pensa à son ricanement. Tu agis petit. Elle pensa à lui la quittant pour Jessica Thorne parce qu'il voulait de l'ambition et des connexions. Il ne reçoit pas un sou, demanda Maddox, sa voix tremblante. Pas un sou, confirma Arthur. Il vient de renoncer au plus grand règlement de l'histoire de l'État. Maintenant, mademoiselle Vance, ma voiture est au coin de la rue. Nous avons une réunion du conseil d'administration à perturber. Je crois que le conseil d'administration prévoit actuellement de vendre la société à un concurrent, une firme appelée Sterling et Thorne. Les yeux de Maddox s'écarquillèrent. Sterling et Thorne, c'est la firme pour laquelle Mark travaille. C'est la firme du père de Jessica. Exactement, dit Arthur, ouvrant le parapluie plus largement pour la couvrir complètement. Ils pensent que Vance Global est sans chef. Ils pensent qu'ils peuvent l'acheter pour des miettes. Ils se réunissent à 14 heures dans le penthouse de la Tour Vance pour finaliser l'Opa Hostel. Maddox baissa les yeux vers son manteau de friperie. « Je ne peux pas y aller. J'ai l'air d'une serveuse. » Arthur Blackwood sortit une carte American Express noire de sa poche. La carte Centurion, titane lourd, il la lui tendit. « Nous avons 3 heures, mademoiselle Vance. Allons faire du shopping. » L'intérieur de la voiture de ville d'Arthur Blackwood sentait la vieille fortune, l'acajou, le cuir et une légère touche de menthe poivrée. Maddox s'assit raidi sur les sièges chauffants, sa main serrant toujours la carte Centurion, comme si c'était une grenade qui pourrait exploser. « Où allons-nous? » demanda Maddox, regardant la ville floue passer à travers les vitres teintées. « Mission Avenue, » répondit Arthur, tapant sur une tablette. Spécifiquement maison de Sterling. Aucune relation avec votre ex-mari, heureusement. C'est le vêtement de premier choix pour la classe exécutive. Si vous allez entrer dans une pièce pleine de requins, Maddox, vous ne pouvez pas avoir l'air de, eh bien, un appât, Maddox finit pour lui. Précisément. La voiture s'arrêta à un trottoir réservé aux diplomates et célébrités. La devanture était intimidante. Verre dépoli, pas de prix en vitrine, et un portier qui avait l'air de lutter avec des ours pour gagner sa vie. Maddox hésita, tandis que le portier ouvrait la porte de la voiture. « Arthur, je n'ai jamais acheté un vêtement qui n'était pas en solde. Je ne sais pas comment être cette personne. » Arthur sortit et lui offrit sa main. « Vous ne faites pas semblant, Maddox. Vous révélez simplement ce qui était déjà là. Votre grand-père était le négociateur le plus coriace que j'ai jamais rencontré. Votre mère était la femme la plus résiliente que j'ai jamais connue. Vous avez leur sang. Maintenant, allons chercher votre armure. » Ils entrèrent. L'air à l'intérieur était frais et sentait le jasmin. Une vendeuse, une femme grande avec des cheveux raides comme des baguettes et un badge nominatif qui disait « Sloan leva les yeux d'un comptoir. » Ses yeux se posèrent sur le manteau de friperie bouloché et trop grand de Maddox et ses bottes éraflées. Le jugement fut instantané et viscéral. « Les livraisons sont dans l'allée, » dit Sloan, ne prenant même pas la peine de regarder Maddox dans les yeux. « Nous ne donnons pas de cadeaux ici. » Maddox recula, le vieil instinct de s'excuser montant dans sa gorge. Mais alors elle se rappela la voix de Mark. « Tu agis petit. » Arthur s'avança, sa canne claquant sèchement sur le sol de marbre. « Nous ne sommes pas ici pour un cadeau, Sloan. Nous sommes ici pour fermer le magasin, » ricana Sloan. « Excusez-moi, qui êtes-vous? » Arthur posa la carte en titane sur le comptoir en verre. Elle fit un lourd son métallique. « Je suis Arthur Blackwood, conseiller juridique pour la succession Vance. » Et ceci, il désigna Maddox et la nouvelle propriétaire de ce bâtiment. « Vous louez cet espace à Vance Global, n'est-ce pas? Je crois que votre bail est à renouveler le mois prochain. » Le visage de Sloan pâlit. La couleur se vida si vite qu'elle sembla pouvoir s'évanouir. «
Je suis tellement désolé. Je n'avais pas réalisé. Nous avons besoin d'une garde-robe, dit Maddox, surprise par la fermeté de sa propre voix. Elle s'avança, enlevant le lourd manteau et le laissant tomber au sol. Pour une réunion du conseil d'administration aujourd'hui, je dois avoir l'air de posséder l'endroit parce que je le possède. Pendant l'heure suivante, la boutique devint un tourbillon. Arthur était assis dans un fauteuil en velours sirotant un expresso, tandis que 3 assistantes s'affairaient autour de Maddox. Ils tirèrent des robes, mais Maddox secoua la tête. « Pas de robe, dit-elle, se regardant dans le miroir à 3 pans. Je ne veux pas avoir l'air jolie. Je veux avoir l'air dangereuse. » Elle choisit un costume. C'était de la soie italienne, taillée à la perfection dans un cramoisi rouge sans profond. Le pantalon était à jambes larges et taille haute, créant une silhouette à la fois féminine et imposante. Le blazer était assez aiguisé pour couper du verre. En dessous, elle portait un simple caraco en soie noire. Une styliste fut amenée d'un salon voisin. Elle lavait la graisse du restaurant de ses cheveux, les séchant en vagues dorées lisses qui tombaient en cascade sur ses épaules. Elles dissimulèrent les cernes sous ses yeux, appliquèrent un eyeliner ailé aiguisé et peignirent ses lèvres d'un rouge rubis mat qui correspondait au costume. Quand Maddox sortit enfin de la cabine d'essayage, le silence tomba sur le magasin. Elle ne ressemblait pas à la serveuse fatiguée du restaurant gras. Elle ressemblait à une reine qui venait de monter sur le trône. Elle se tint plus droite. Le costume força sa posture à se corriger. Elle ne pouvait pas s'abâchir dans une coupe à 5000 $. Arthur se leva lentement. Il hocha la tête, un petit sourire fier effleurant ses lèvres. « Votre grand-père aurait eu peur de vous, dit-il. C'est parfait. »« Combien ?» demanda Maddox, regardant l'étiquette. « Ça n'a pas d'importance, dit Arthur. Mais pour le dossier, la tenue, les chaussures, Louboutin naturellement, et le sac s'élève à environ 12 000 $. Maddox eut le vertige. « C'est mon salaire pour 1 an. C'est de la monnaie de poche pour vous maintenant, corrigea Arthur. Il vérifia sa montre de poche. 13h45. La réunion commence dans 15 minutes. Mark Sterling pense qu'il est sur le point de devenir associé en remettant Vance Global au Thorn. Il pense qu'il est le chasseur. Maddox se regarda dans le miroir une dernière fois. Elle vit le fantôme de la fille qui pleurait pour une facture d'électricité de 50 $. Elle mordit son au revoir. « Allons-y, dit Maddox, attrapant la maillette en cuir noir qu'Arthur lui avait achetée. J'ai une fusion à arrêter. La tour Vance perçait les nuages de Chicago. Une aiguille dorée dans une botte de foin d'acier. La montée en ascenseur jusqu'au 90e étage était silencieuse et d'une rapidité qui faisait claquer les oreilles. Maddox regarda les numéros d'étage s'incrémenter. 70, 80, 85. Son cœur battait contre ses côtes, mais son visage était un masque de calme glacial. Arthur se tenait à ses côtés, sa présence une force d'ancrage. « Souvenez-vous, dit Arthur alors que l'ascenseur ralentissait. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous avez l'avantage. Vous avez les actions. Ils sont en infraction dans votre maison. Mark sait-il que je viens? » « Personne ne sait, dit Arthur. Le conseil croit que le siège du président est vide. Ce sont des vautours qui tournent autour d'une carcasse. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un doux tintement. Ils marchèrent sur un tapis moelleux qui coûtait plus par pied carré que le loyer de l'appartement de Maddox. La zone de réception était vide. La réceptionniste était probablement renvoyée pour la réunion confidentielle. De doubles portes en acajou se tenaient au bout du couloir. Des voix flottaient à travers elles. Maddox reconnut sa voix instantanément. « La valeur sentimentale est sans importance, disait Mark. Il avait l'air confiant, arrogant. Vance Global est stagnant depuis que le vieil homme est tombé malade. Le portefeuille est mûr pour la liquidation. Sterling et Thorn peuvent dépouiller les actifs, vendre les blocs résidentiels et redévelopper les espaces commerciaux en condos de luxe. Le ROI serait de 40% au premier trimestre. Et les locataires historiques, demanda une autre voix. Une femme, Jessica Thorn. Sa voix était comme du sirop mélangé à de l'arsenic.
Les organisations à but non lucratif soutenues par Silas Vance. Expulsez-les, dit Mark d'une voix douce. Les affaires sont les affaires, Jessica. Tu sais ça mieux que quiconque. Maddox ressentit une montée de rage pure et froide. Silas Vance avait loué des espaces à des associations caritatives pour 12 $ par an. Mark voulait les expulser pour construire des condos pour millionnaires. Elle regarda Arthur. Il hocha la tête. Arthur tendit la main et poussa les doubles portes. Elles s'ouvrirent largement avec un lourd bruissement. La pièce se figea. C'était une immense table ovale entourée de 20 personnes. À la tête de la table se tenait une chaise vide, la chaise de Silas. À sa droite se tenait Mark, pointant un écran de projection rempli de graphiques. À côté de lui était assise Jessica, une brune aux traits acérés, portant un costume gris qui paraissait terne comparé à l'armure cramoisie de Maddox. À l'extrémité se trouvait Reginald Thorne, le père de Jessica, un homme corpulent avec un cigare à la main. Mark s'arrêta en pleine phrase. Il se tourna, l'agacement traversant son visage à l'interruption. « Excusez-moi, c'est une séance à huis clos », commença Mark, clignant des yeux. Puis il regarda vraiment. Il plissa les yeux. La femme debout dans l'embrasure de la porte était grande, radieuse, rayonnante de pouvoir et de richesse. Le costume rouge flamboyait contre le bois sombre de la salle de conférence, mais les yeux bleus perçants. Familier. Maddox, murmura Mark. La télécommande lui échappa des mains et tomba bruyamment sur la table. Une onde de confusion traversa la pièce. Jessica Thorne regarda de Mark à Maddox, sa lèvre se retroussant. Mark, qui est-ce? Maddox entra dans la pièce. Le son de ses talons à semelles rouges sur le parquet était comme un métronome comptant leur destin. Clic, clic, clic. Elle ne s'arrêta pas avant d'atteindre le bout de la table, la chaise vide. Elle posa sa maillette sur la table, juste au-dessus des notes de Mark. « Je suis sa femme », dit Maddox, sa voix projetant clairement jusqu'au fond de la pièce. Elle marqua une pause, regardant Mark droit dans les yeux. « Correction », son se racle la gorge. « Ex-femme il y a 3 heures. »« Maddox, que fais-tu ici ?» siffla Mark, son visage rougissant. Il regarda autour de lui nerveusement les membres du conseil. « Sécurité, comment est-elle entrée? »« Elle est une serveuse. Elle est en infraction. Asseyez-vous, Monsieur Sterling. » La voix d'Arthur Blackwood résonna de l'embrasure de la porte. Il entra lentement et montra un certain respect à l'actionnaire majoritaire. Reginald Thorne se leva, laissant tomber son cigare. « Blackwood, qu'est-ce que cela signifie? » « Silas est mort. La succession est en cours d'homologation. L'homologation a été accélérée, dit Arthur, prenant place à côté de Maddox. Silas Vance a laissé 100% de ses actifs, droits de vote et avoir immobilier à sa seule parente vivante, sa petite-fille. Arthur fit un geste vers Maddox. « Messieurs et mademoiselle Thorne, annonça Arthur, rencontrez Maddox Vance, la propriétaire de ce bâtiment, et la femme que vous prévoyez de liquider. » Le silence qui suivit fut absolu. On pouvait entendre l'air conditionné bourdonner. Mark avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son ne sortait. « Petite fille, » s'étouffa Mark. « Tu es une orpheline. Tu m'as dit que tu étais une orpheline. » « Je ne savais pas, » dit Maddox froidement. « Et apparemment, tu n'as pas vérifié. Tu étais trop occupé à essayer de trouver une femme avec de l'ambition, n'est-ce pas, Mark? » Jessica Thorne se leva, ses yeux se plissant. « C'est ridicule. Même si elle est l'héritière, elle ne connaît rien aux affaires. Nous avons une offre publique d'achat sur la table. Le Conseil a déjà voté préliminairement pour accepter le rachat de Sterling et Thorne. » Maddox tourna son regard vers Jessica. De près, elle vit le maquillage lourd, l'insécurité dans la posture de Jessica. « Je ne sais peut-être pas comment dépouiller une entreprise pour des pièces, dit Maddox, mais je sais lire un bilan et je reconnais une mauvaise affaire quand j'en vois une. » Elle ouvrit le dossier qu'Arthur avait préparé. « Vous offrez 60 $ par action, dit Maddox, jetant un œil au papier.
Les actifs de Vance Global valent à eux seuls 95 solos par action. Vous essayez de voler cette entreprise les yeux bandés parce que vous pensiez que personne ne regardait. Eh bien, je regarde maintenant. Nous pouvons négocier, dit Reginald Thorne, transpirant maintenant. Nous pouvons augmenter l'offre à 70. Il n'y aura pas de négociation, dit Maddox, parce que Vance Global n'est pas à vendre. Surtout pas à l'homme qui a ruiné ma maison. Elle regarda Mark. Il tremblait. La réalisation lui venait. 1,3 milliard de dollars. Et il s'en était éloigné ce matin pour une voiture d'occasion et une promotion. Maddox, dit Mark, sa voix prenant un ton désespéré et suppliant. Il fit un pas vers elle. Maddox, chérie, écoute, je ne voulais pas dire ces choses, et je dis, j'étais stressé. La fusion, c'était la pression de la firme. Je t'aime. Nous pouvons arranger ça. La pièce regardait, fascinée. C'était mieux que n'importe quel drame d'entreprise. Arranger ça. Maddox leva un sourcil. Mark, tu m'as signifié les papiers de divorce hier. Tu m'as appelé poids de mort. J'étais confus. Mark plaida. Il tendit la main vers elle. Nous sommes toujours mariés aux yeux de Dieu. Maddox, les papiers. Peut-être qu'ils n'ont pas encore été traités. Si nous sommes toujours mariés, Arthur Blackwood se racla la gorge. En fait, Monsieur Sterling, j'ai personnellement porté le décret au juge. Puisque vous avez demandé un divorce accéléré et incontesté, il a été finalisé à 110 du matin. Vous êtes légalement célibataire. Et Arthur ajouta, portant le coup final. L'héritage de Mademoiselle Vance a été déclenché à 11h05 du matin, 5 minutes après que vous ne soyez plus son mari, ce qui signifie que vous n'avez absolument aucune revendication sur la fortune Vance. Mark retomba sur sa chaise, l'air physiquement malade. Jessica Thorne fixa Mark avec dégoût. « Espèce d'idiot », siffla-t-elle. « Tu m'as dit que tu t'étais occupé d'elle. Tu m'as dit qu'elle n'était personne. Je balbutia Mark. » Maddox se leva. « Monsieur Thorne, dit-elle à l'associé principal, je suis en train d'examiner la liste des consultants externes employés par Vance Global. Je vois que Sterling et Thorne sont sous contrat pour des services de marketing d'une valeur d'environ 2 millions par an. Oui, nous avons une relation de longue date, dit Reginald, essayant de sauver la situation. Vous êtes viré, dit simplement Maddox. Vous ne pouvez pas faire ça, balbutia Reginald. Je viens de le faire. Sécurité. Maddox éleva la voix. 2 gardes non uniformes entrèrent dans la pièce. S'il vous plaît, accompagnez M. Sterling et la famille Thorne hors de mon bâtiment, commanda Maddox, et révoquez leurs autorisations de sécurité immédiatement. Maddox, s'il te plaît, cria Mark alors que le garde lui saisissait le bras. Je peux expliquer. Je t'aime. Ne fais pas ça. Maddox ne le regarda même pas. Elle tourna sa chaise, la chaise de Silas, et s'assit à la tête de la table. Elle regarda les membres restants du conseil qui étaient terrifiés. Maintenant, dit Maddox, lissant le revers de son costume cramoisi, parlons des baux de bienfaisance. Je veux qu'ils soient prolongés pour 10 ans de plus. Alors que Mark était traîné hors de la pièce, criant son nom, Maddox Vance ne se sentait plus comme une serveuse. Elle se sentait comme la PDG de sa propre vie. Mais la guerre n'était pas finie. Mark Sterling était un homme désespéré et se racle la gorge. Les hommes désespérés faisaient des choses dangereuses. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le coup d'État du conseil d'administration et Maddox Vance avait appris que l'argent pouvait acheter le silence, mais il ne pouvait pas acheter la paix. Elle était assise dans le penthouse de la Tour Vance, sa nouvelle maison. C'était un vaste palais aux murs de verre dans le ciel, rempli d'art moderne qu'elle ne comprenait pas, et de meubles trop blancs pour s'asseoir confortablement. En dessous d'elle, Chicago scintillait comme un lit de diamants. Sur l'écran de télévision massif, le visage de Mark Sterling était zoomé, en haute définition et tragique. Il était assis en face d'un célèbre animateur de talk show, essuyant une larme inexistante de son œil.
Elle m'a menti, Oprah, dit Mark, sa voix se brisant parfaitement. Je me suis donné à fond. J'ai pris les transports en commun. J'ai mangé des nouilles ramen pendant qu'elle était assise sur une fortune secrète. Je ne l'ai pas quittée à cause de l'argent. Je suis parti parce que la confiance était brisée. Et maintenant, elle me jette dans la rue comme un déchet après que je lui ai donné les meilleures années de ma vie. Maddox jeta la télécommande sur l'écran. Elle rebondit sur le mur avec un claquement. « Il ment !» cria-t-elle à la pièce vide. « Il m'a quitté pour une promotion. Il m'a appelé un fardeau. » Arthur Blackwood entra dans la pièce. Son comportement calme comme toujours, bien que son visage fût plus grave que d'habitude. Il portait une tablette. « Le public aime une victime, Maddox, » dit Arthur gentiment. « Et malheureusement, M. Sterling est très télégénique. Les hashtags Gansash Justice pour Mark et Dactas, chercheuse d'or Maddox, sont en tendance sur Twitter. C'est insensé. » Maddox arpentait le sol, sa robe de soie traînant derrière elle. Il a signé les papiers. « C'est fini. »« Ce n'est pas fini, » corrigea Arthur. « Il a déposé une plainte ce matin. Il poursuit pour fraude matrimoniale. Il prétend que vous saviez pour l'héritage pendant le mariage et l'avez dissimulé pour lui refuser sa part matrimoniale. Il demande 500 millions de dollars. »« Je ne savais pas, » cria Maddox. « Tu sais, je ne savais pas. »« Je sais, » dit Arthur, « mais la charge de la preuve est sur nous. Et il a le soutien des Thorne. Reginald Thorne finance l'équipe juridique de Mark. Ils utilisent Mark comme bélier pour vous forcer à régler ou à leur vendre l'entreprise. » Maddox s'enfonça sur le canapé blanc, la tête dans les mains. La solitude était écrasante. Il y a un mois, sa plus grande préoccupation était la facture d'électricité. Maintenant, la moitié du pays la détestait et son ex-mari essayait de détruire sa vie pour un salaire. « Que faisons-nous » murmura-t-elle. « Nous nous battons, » dit Arthur, « mais pas dans la boue. Nous n'allons pas dans les talk-shows. Nous leur montrons qui vous êtes. Le gala d'hiver Vance est dans 3 jours. C'était l'événement préféré de votre grand-père. Toute l'élite de Chicago sera là. La presse sera là. Vous devez vous lever, les regarder dans les yeux et leur montrer que vous n'êtes pas une fraude. Mark sera là, dit Maddox, un nœud froid se formant dans son estomac. Si Reginald le finance, il amènera Mark. Laissez-le venir, les yeux d'Arthur se durcirent. Laissez-le voir ce qu'il a jeté. Mais Maddox, vous devez être prudente. Le désespoir rend les hommes dangereux. Mark n'est plus seulement avide, il est humilié. C'est une combinaison volatile. Cette nuit-là, Maddox ne put dormir. Le penthouse semblait trop grand. Elle erra dans les couloirs, s'arrêtant finalement dans la bibliothèque. Elle sortit un livre de l'étagère, un album photo de son grand-père. Silas, il avait l'air sévère, inflexible. Soudain, son téléphone vibra sur le bureau en acajou. C'était un texte d'un numéro inconnu. Belle vue d'en haut. Ne vous mettez pas trop à l'aise. La gravité est un jointé, était une photo prise de la rue, zoomée sur son balcon de penthouse. Une silhouette d'une figure debout à la fenêtre. Elle. Quelqu'un regardait. Maddox laissa tomber le téléphone, sa respiration haletante. Elle courut à la fenêtre et regarda les rues loin en dessous. Rien que le trafic et l'obscurité, mais elle le sentait, les yeux sur elle. Mark ne la poursuivait pas seulement en justice, il la chassait. La nuit du gala d'hiver Vance, la grande salle de bal de l'hôtel Palmer House fut transformée en un pays des merveilles hivernales. Des lustres en forme de stalactites pendaient du plafond et des roses blanches couvraient chaque surface. C'était une démonstration de richesse obscène, exactement le genre de choses que Maddox avait l'habitude de dédaigner. Maintenant, elle payait la note. Elle portait une robe d'or liquide, un clin d'œil à la Tour Vance. Elle épousait ses courbes et s'enroulait autour de ses pieds. Autour de son cou pendait l'étoile Vance, un collier de saphir valant plus que tout le quartier où elle avait vécu. « Oh la tête » murmura Arthur alors que les portes s'ouvraient. « Ne les laissez pas vous voir saigner. » Maddox entra dans la lumière. Des centaines de caméras flashèrent simultanément, l'aveuglant.
Elle força un sourire, la mémoire musculaire de ses jours de serveuse s'activant. Le client a toujours raison. Souriez. Elle navigua dans la pièce, serrant la main des sénateurs, des investisseurs et des mondains. Ils souriaient à son visage, mais elle entendait les murmures alors qu'elle passait. C'est elle, les secrets. J'ai entendu dire qu'elle avait planifié le divorce pendant des mois. Pauvre Mark. Maddox serra les dents et continua d'avancer. Elle avait besoin d'air frais. Elle fit signe à son équipe de sécurité, 2 gardes ex-militaires nommés Cole et Davis, qu'elle allait sur le balcon VIP. Le balcon était vide et froid, un soulagement de la chaleur étouffante de la salle de bal. Maddox s'appuya contre la balustrade en pierre, prenant une profonde inspiration de l'air glacial de Chicago. « Tu as l'air cher. » La voix vint des ombres. Maddox se retourna. Mark sortit de derrière un pilier. Il ne portait pas son costume ajusté habituel. Il avait l'air échevelé, ses yeux injectés de sang, sa veste de smoking déboutonnée. Il tenait un verre de scotch qui ne semblait pas être son premier. « Comment as-tu passé la sécurité? » demanda Maddox, reculant. « Jessica m'a procuré un laissez-passer de personnel. » Mark ricana, prenant une gorgée de la boisson. « C'est incroyable les portes qui s'ouvrent quand on est le mari lésé. Sors, Mark, avant que je ne te fasse arrêter. » « Arrêter? » Mark rit. Un son dur et saccadé. « Pourquoi? Parler à ma femme. Ex-femme? » Mark s'approcha, envahissant son espace. Il sentait l'alcool et le parfum cher, une odeur qui la réconfortait autrefois. Maintenant, cela la rendait nauséeuse. « Tu sais, j'y ai réfléchi. » Mark bredouilla légèrement. « 500 millions, c'est beaucoup d'argent. Les avocats disent que ça prendra des années pour l'obtenir. Des années de tribunal, des années de ton nom traîné dans la boue. On pourrait y mettre fin ce soir, Maddox. »« Que veux-tu? Reprends-moi, » murmura Mark, son humeur basculant instantanément de l'agressif au pathétique. Il tendit la main pour toucher son bras. Nous étions bien ensemble. Je me souviens des soirées pizza. La façon dont tu me frottais le dos. J'ai fait une erreur, j'avais peur. L'argent, il n'a pas à nous diviser. Il peut être le nôtre. Maddox le regarda. Se racle la gorge. Vraiment? Le regarda. Elle vit la cupidité dans ses yeux. Il ne voulait pas d'elle. Il voulait l'accès. Il voulait le ticket d'or. Tu ne m'aimais pas quand nous étions pauvres, Mark, dit Maddox, sa voix tremblante de colère refoulée. Tu ne m'aimes certainement pas maintenant. Tu aimes juste le reflet de toi-même que tu vois dans mon compte en banque. Le visage de Mark se tordit. Le masque pathétique tomba, remplacé par une pure malice. Il lui saisit le poignet fort. « Tu penses que tu es meilleur que moi? » siffla-t-il. « Tu n'es rien. Tu es une serveuse dans une robe empruntée. Tu penses que ces gens te respectent? Ils se moquent de toi. Je suis le seul qui sait qui tu es vraiment. Une personne insignifiante. Lâche-moi. » Maddox se débattit, mais sa poigne était de fer. « Je vais te ruiner, » grogna Mark, l'attirant plus près de la balustrade. La chute était de 4 étages jusqu'à la cour en béton. « Je leur dirai que tu m'as maltraité. Je leur dirai que tu es instable. Je m'assurerai que tu ne profiteras jamais d'un sou de cet argent. Laissez-la partir. » La voix était acérée, féminine, et commandait une obéissance instantanée. Jessica Thorne se tenait à la porte du balcon, mais elle n'était pas seule. Elle était avec Reginald Thorne et, étonnamment, Arthur Blackwood. Mark se figea, mais ne relâcha pas le poignet de Maddox. « Jessica, nous sommes juste en train de parler. »« Tu es ivre, Mark, » dit Jessica, sa voix dégoulinante de dédain. « Et tu fais une scène, cela ne fait pas partie du plan. »« Le plan ?» Maddox se dégagea le bras, frottant les marques rouges sur son poignet. Elle regarda de Mark à Jessica. Le plan était de la poursuivre en justice. Espèce d'idiot. Jessica claqua. Pas l'agresser à un gala public où il y a des caméras partout. Elle désigna le coin du balcon. Une caméra de sécurité clignota rouge. Mark pâlit.
Il regarda la caméra, puis de nouveau Maddox. Je n'ai pas, Monsieur Sterling. Arthur Blackwood s'avança. Cette séquence est déjà en cours de téléchargement vers un serveur sécurisé. Si vous ne quittez pas ce bâtiment immédiatement et ne retirez pas votre procès d'ici 9 heures de demain matin, je publierai la vidéo de vous menaçant la vie de Mademoiselle Vance à la police. Tentative d'extorsion et d'agression. Vous serez radié et en prison avant le déjeuner. Mark regarda Reginald Thorne pour de l'aide. Reggie, tu as dit que tu me soutiendrais. Reginald Thorne alluma un cigare, ne regardant même pas Mark. Je soutiens les gagnantes, Mark. Ce soir, tu as l'air d'un passif. Rentre chez toi. Se racle la gorge. Mark regarda Maddox une dernière fois. Ses yeux ne contenaient aucun amour, seulement une haine insondable et dévorante. Il se tourna et trébucha, disparaissant dans la fête. Maddox laissa échapper un souffle. Elle ne savait pas qu'elle le retenait et s'affala contre la balustrade. « Tu vas bien? » demanda Arthur, se déplaçant à ses côtés. « Je vais bien, dit Maddox, bien qu'elle tremblât. Elle regarda les Thorne. « Pourquoi m'avez-vous aidé? Vous voulez m'accompagner? » « Nous, oui, dit Jessica froidement, entrant dans la lumière. Elle regarda Maddox de haut en bas, et nous l'obtiendrons. Mais nous l'obtiendrons par les affaires, pas en soutenant un agresseur ivre. C'est mauvais pour la marque. De plus, ajouta Reginald, tirant sur son cigare, nous avons une nouvelle proposition pour vous, Mademoiselle Vance. Puisque vous n'allez clairement pas vendre, je ne vais pas, dit Maddox fermement. Alors nous nous battrons, sourit Reginald, une expression de requin. Mais soyez prévenus, le marché immobilier est beaucoup plus froid que ce balcon. Mark était une nuisance. Nous sommes l'ouragan. Les Thorne se tournèrent et partirent. Arthur mit sa veste autour des épaules de Maddox. Vous avez bien géré ça. Je n'ai rien fait, dit Maddox amèrement. Je suis juste resté là. Rester ferme, c'est faire quelque chose, dit Arthur. Mais Reginald a raison. Mark est fini. Mais les Thorne ne font que commencer. Ils vont essayer d'affamer Vance Global de Capital. Ils vont nous presser. Maddox regarda les lumières de la ville. Elle toucha les marques rouges sur son poignet. La peur avait disparu, remplacée par une résolution froide et dure. « Laissez-les essayer, » murmura Maddox. « J'en ai marre d'être la serveuse. J'en ai marre d'être la victime. »« Arthur, annule mes réunions pour demain. »« Pourquoi? » Parce que Maddox se tourna, ses yeux flamboyants. « Je vais rendre visite à la seule personne qui sait comment mener une guerre comme celle-ci. »« Qui? » ?»« Les vieux journaux de mon père, » dit Maddox, « et je vais acheter Sterling et Thorne. » Arthur leva un sourcil. Les acheter, Maddox, cela coûterait des milliards. Nous n'avons pas ce genre de liquidité. Pas encore. Maddox sourit. Un sourire dangereux, terrifiant. Mais je sais quelque chose que Mark m'a dit une fois à propos des comptes offshore de Reginald. Une rumeur. Si c'est vrai, je n'ai pas besoin de milliards. J'ai juste besoin d'un bon enquêteur. Le jeu avait changé. Maddox ne défendait plus seulement son royaume. Elle allait conquérir le leur. 3 mois plus tard, le paysage immobilier de Chicago avait changé tectoniquement. Maddox était assise dans le bureau de Reginald Thorne. Ce n'était plus son bureau. La plaque nominative sur la porte lisait maintenant Vance et partenaires. Reginald était assis de l'autre côté du bureau, transpirant abondamment. L'air conditionné était à plein régime, mais il ne pouvait pas refroidir la chaleur de l'acte d'accusation fédéral posé sur le bureau entre eux. « Vous ne pouvez pas prouver que je savais pour les comptes des îles Caïmans, » balbutia Reginald. C'était une erreur comptable. Une erreur impliquant se racle la gorge 40 millions de dollars de fonds de clients détournés, demanda Maddox, feuilletant le dossier. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air ennuyée. La SEC appelle ça de la fraude, Reginald. Mes enquêteurs appellent ça un levier. Maddox avait passé les 90 derniers jours sans dormir. Elle avait engagé une firme de comptabilité judiciaire, la même que celle utilisée pour auditer l'effondrement d'Enron,
pour déchirer Sterling et Thorne de l'intérieur. Les divagations ivres de Mark sur le balcon à propos des comptes offshore avaient été le fil lâche. Maddox l'avait tiré et tout le pull s'était défait. Que voulez-vous? Reginald s'affala vaincu dans sa chaise. Vous avez la preuve. Vous pouvez m'envoyer en prison. Je ne veux pas vous envoyer en prison, dit Maddox, fermant le dossier. C'est mauvais pour les valeurs immobilières. Je veux votre firme. Je veux votre liste de clients. Et je veux l'acte du bâtiment Thorne sur Walker Drive. Les yeux de Reginald exorbitèrent. C'est l'héritage de ma famille. Et Vance Global était à moi, Maddox dit doucement. Vous avez essayé de le voler. Considérez ceci comme une acquisition hostile. Elle fit glisser une seule feuille de papier sur le bureau. Un accord d'achat. Prix. Signez-le, Maddox ordonna, et je perds la preuve. Ne le signez pas et j'appelle les fédéraux. La main de Reginald trembla alors qu'il prenait le stylo. Il regarda Jessica, qui se tenait dans le coin, bras croisés. Elle ne regarda pas son père. Elle regarda Maddox avec un respect à contre-cœur. Il signa. Tandis que les Thorne évacuaient le bâtiment, emportant des cartons de leurs effets personnels, Maddox se tenait près de la fenêtre. Elle l'avait fait. Elle avait non seulement sauvé l'empire de son grand-père, elle l'avait doublé. On frappa à la porte. « Entrez », dit Maddox. La porte s'ouvrit et Mark Sterling entra. Il avait l'air différent. Le costume cher était parti, remplacé par un mélange de polyester bon marché qui n'allait pas bien. Il avait l'air plus mince, plus vieux. Il tenait un CV dans ses mains. « Maddox », dit-il, sa voix humble, presque méconnaissable. « Monsieur Sterling », Maddox ne se retourna pas. « Vous avez un rendez-vous. J'ai entendu dire que vous embauchiez, dit Mark, entrant dans la pièce. Pour la nouvelle acquisition. Je connais les comptes, Maddox. Je connais les clients mieux que quiconque. Je peux vous aider à la transition. Maddox se tourna finalement. Elle regarda l'homme pour qui elle avait lavé les chaussettes, l'homme pour qui elle avait eu faim, l'homme qui l'avait jeté comme une ordure. « Vous voulez un travail? » demanda-t-elle. « J'ai besoin d'un travail, ami Mark. » Regardant le sol, personne en ville ne m'engagera. Pas après la fuite de la vidéo du gala. Je suis fauché, je vis dans un studio en banlieue. Maddox marcha vers lui. Elle lui prit le CV des mains. Elle y jeta un coup d'œil. Consultant junior associé. Elle le regarda dans les yeux. Pendant un instant, Mark vit un scintillement de l'ancienne Maddox, la femme douce et aimante. Il sourit, une lueur d'espoir montant dans sa poitrine. « S'il te plaît, » murmura-t-il. « Juste une chance. » Maddox se dirigea vers le destructeur de documents près du bureau. Elle fit passer le CV dans la machine. Ils regardèrent tous les deux le papier être coupé en confettis. « Z, je suis désolé, Mark, dit Maddox, sa voix complètement dépourvue d'émotion. Se racle la gorge. Mais nous recherchons des candidats intègres. Vous êtes surqualifié en trahison, mais sous-qualifié en loyauté. » Elle appuya sur le bouton d'interphone de son bureau. « Sécurité. Escortez M. Sterling dehors et assurez-vous qu'il est banni de toutes les propriétés Vance en permanence. »« Maddox, attends !» Mark tendit la main, mais les gardes étaient déjà là. Ils le saisirent par les bras. Alors qu'il l'entraînait, il ne cria pas cette fois. Il pleura juste. Il réalisa finalement que le poids mort qu'il avait lâché était la seule chose qui l'avait maintenu à flot. Quand la porte se ferma, Arthur Blackwood sortit de la pièce attenante. Il tenait un verre de champagne. Sans pitié, nota Arthur. Silas serait fier. C'était nécessaire, soupira Maddox, prenant le verre. C'est fini, Arthur. Puis-je me reposer maintenant? Arthur sourit, une étincelle malicieuse dans les yeux. Il tendit la main dans sa poche et en sortit une deuxième enveloppe, une que Maddox n'avait jamais vue auparavant. Elle était scellée avec de la cire rouge estampillée d'un blason qui ressemblait étrangement à l'emblème de la famille Rockefeller. « Pas tout à fait, ma chère, dit Arthur.
Vous voyez, Silas ne possédait pas seulement de l'immobilier. Il était un partenaire silencieux dans une fiducie établie en 1912, le portefeuille Vance Global pour lequel vous venez de vous battre. Ce n'était que le test. Maddox fixa l'enveloppe. Le test? Cela stipula que vous ne pouviez hériter de la véritable fiducie que si vous prouviez que vous pouviez défendre les actifs initiaux pendant 90 jours sans vendre. Arthur expliqua. Vous venez de réussir. Qu'y a-t-il dans la véritable fiducie? Demanda Maddox, sa main tremblante alors qu'elle prenait l'enveloppe. Arthur cogna son verre contre le sien. Les autres 90% de la fortune, murmura-t-il, et un siège au conseil. Bienvenue dans le monde réel, Maddox. Maddox regarda l'enveloppe puis l'horizon infini de Chicago. Elle pensa au radiateur qui cliquetait dans l'appartement 4B. Elle pensa à la facture d'électricité de 50 $. Elle brisa le seau. Le jeu venait de commencer. Et c'est l'histoire de comment Maddox Vance a transformé un décret de divorce en une dynastie. Mark Sterling pensait qu'il signait un fardeau, mais il signait en fait son destin. Il a appris à la dure qu'il ne faut jamais sous-estimer la personne qui vous soutient quand vous n'avez rien parce qu'ils sont les seuls qui méritent de se tenir à côté de vous quand vous avez tout. Qu'en pensez-vous? Maddox a-t-elle été trop dur avec Mark à la fin ou a-t-il eu exactement ce qu'il méritait? Et qu'en pensez-vous de ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe Rockefeller? Faites-moi part de vos théories dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de vengeance et de rédemption, s'il vous plaît, écrasez ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer une histoire. Nous publions de nouveaux drames de la vie réelle tous les mardis et vendredis. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, soyez prudents avec qui vous jetez. Il pourrait bien être la reine déguisée.